Penses-tu que si tu poursuis un rayon de lumière, la lumière ralentira? Faux, totalement faux. Même si tu la poursuis à 99,99% de la vitesse de la lumière, elle s'éloignera toujours de toi à 300 000 km par seconde, pas une seconde de moins. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la loi la plus implacable de l'univers. Et ce qui est encore plus fou, c'est que pour préserver cette loi, le temps peut ralentir. L'espace peut se courber. Même ta masse peut gonfler à l'infini. Tout l'univers fait place à la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce que la vitesse de la lumière n'est pas une vitesse, c'est le réglage d'usine de l'univers. C'est le code source figé par le Créateur. Aucune matière, aucune énergie ne peut réécrire cette règle fondamentale. En 1905, Einstein, 26 ans, travaillait au bureau des brevets. Tout en traînant un peu, il se demandait « Que verrais-je si je chevauchais un rayon de lumière ?» Cette question a déchiré la plus profonde cicatrice de l'univers. Et cette cicatrice a mis fin à des millénaires d'intuition humaine. Pour que tu comprennes vraiment cette logique non seulement contre-intuitive mais carrément anti-humaine, nous devons d'abord broyer les évidences profondément ancrées dans ton cerveau. Commençons par l'expérience de pensée la plus simple. Suppose que tu te tiennes au bord de la route et que tu vois passer un train à grande vitesse, à 300 km/h. À ce moment-là, si quelqu'un dans le train lance une balle de baseball vers l'avant à 100 km/h, à tes yeux, quelle est la vitesse de cette balle? Très simple, 300 plus 100 égale 400 km/h. C'est la transformation de Galilée. Et aussi la vérité absolue de notre vie quotidienne. Les vitesses peuvent s'additionner. Si tu cours assez vite, une balle peut même te sembler immobile. Ça paraît évident, non. Mais que se passe-t-il si tu remplaces la balle par un rayon de lumière? Si le train a ses phares allumés, cette lumière se déplace par rapport au train à 300 000 km par seconde. Alors logiquement, toi, debout au bord de la route, tu devrais voir la lumière aller à la vitesse du train plus la vitesse propre de la lumière. N'est-ce pas? C'est-à-dire la vitesse de la lumière plus 300 km/h. Une logique parfaite. Mais à la fin du 19e siècle, les physiciens se sont heurtés ici à un mur invisible. À l'époque, les scientifiques pensaient que la lumière était une onde, comme les vagues ont besoin d'eau, et les ondes sonores d'air. Donc la lumière devait aussi avoir besoin d'un milieu pour se propager dans l'univers. Ils ont donné à ce milieu mystérieux un nom, l'éther, pour trouver cet éther fantomatique. En 1887, deux poids lourds de la physique, Michelson et Morley, ont mené une expérience qui a choqué le monde. Leur idée était très simple. La Terre tourne autour du Soleil à grande vitesse. Si l'univers était rempli d'éther, alors la Terre, en le traversant, devait créer un vent d'éther. Comme quand tu fais de la moto et que tu sens le vent de face. Alors la lumière envoyée dans le sens du vent d'éther, et celle envoyée à contresens, devait forcément avoir des vitesses différentes. L'une plus rapide, l'autre plus lente. Ça paraît logique, non. Mais au moment où les résultats sont tombés, tout le monde est resté bouche bée. L'air est soudain devenu terriblement silencieux. Parce que peu importe comment il mesurait, peu importe dans quelle direction la Terre tournait, peu importe que ce soit au printemps ou en automne, la vitesse de propagation de la lumière ne bougeait pas d'un iota. Toujours 299 792 458 mètres par seconde. Même si tu cours vers la lumière ou que tu lui tournes le dos, la vitesse de la lumière, comme un voyou collant et insolent, ignore totalement ton état de mouvement. À l'époque, c'était tout simplement un phénomène paranormal pour la physique. Comme si tu poursuivais une voiture devant toi. Tu accélères, elle accélère. Tu freines, elle freine. Et la distance entre vous reste toujours la même. Ce n'est pas dingue, ça. À ce moment-là, l'édifice de la physique était sur le point de s'effondrer à cause de ce problème. Alors que tous les grands scientifiques essayaient de rafistoler l'éther, Einstein est entré en scène. Ce jeune homme de 26 ans a carrément renversé la table. Il a dit, inutile de chercher, l'éther n'existe tout simplement pas. Ce qui est faux, ce n'est pas la lumière, ce sont notre temps et notre espace. C'est le cœur le plus fou de la relativité restreinte. Ce n'est pas la vitesse de la lumière qui doit s'adapter à notre temps, mais pour garantir que la vitesse de la lumière reste constante. Notre temps et l'espace où nous vivons doivent se déformer, quitte à arrêter le temps pour sauver la dignité de la vitesse de la lumière. Tu trouves peut-être que c'est encore trop abstrait. Allez, rapprochons la caméra sur une scène extrêmement étrange. Suppose que tu sois assis dans un vaisseau spatial volant à la moitié de la vitesse de la lumière. Au-dessus de ta tête, il y a une lampe. La lumière qu'elle émet tombe verticalement sur le sol. De ton point de vue, ce rayon de lumière descend tout droit, sur une distance d'environ 2 mètres. Mais pour moi, debout sur Terre et en train de t'observer, les choses deviennent très effrayantes. Parce que pendant le temps où la lumière va du plafond au sol, ton vaisseau a déjà avancé très loin. Donc à mes yeux, ce rayon ne suit pas une ligne droite, mais une ligne oblique inclinée. Le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse est toujours plus longue que le côté droit. Autrement dit, à mes yeux, la distance parcourue par cette lumière est bien plus longue que celle que tu vois toi. Et voilà le point clé. Einstein nous dit que la vitesse de la lumière est la seule constante de l'univers, absolument invariable. Puisque la vitesse ne change pas, mais que moi je vois une distance plus longue.
selon la formule de l'école primaire. Le temps égale la distance divisée par la vitesse. La seule explication est que le temps que j'ai vécu est devenu plus long. Autrement dit, à mes yeux, le temps à bord de ton vaisseau a ralenti. Même si tu clignes juste des yeux, il se peut que de mon côté, plusieurs secondes se soient déjà écoulées. C'est le fameux effet de dilatation du temps. Ce n'est ni une illusion d'optique ni un tour de magie. C'est une réalité physique. Si tu voles encore plus vite, en te rapprochant indéfiniment de la vitesse de la lumière, l'écoulement de ton temps tendra vers zéro. Pour un photon lui-même, le temps n'existe tout simplement pas. Il part de la surface du Soleil, parcourt 150 millions de kilomètres pour atteindre la Terre. Nous pensons qu'il met 8 minutes. Mais du point de vue du photon, le départ et l'arrivée ont lieu au même instant. Il n'a ni passé ni futur. Seulement un présent éternel. C'est le premier prix à payer pour la constance de la vitesse de la lumière. Le temps n'est plus une rivière qui coule uniformément, mais une pâte à modeler que l'on peut étirer à volonté. Et ce n'est pas tout. Le principe de la constance de la vitesse de la lumière n'a pas seulement assassiné le temps absolu. Il a aussi assassiné l'espace absolu. Si tu pouvais vraiment voler à une vitesse proche de celle de la lumière, tu découvrirais que la forme des planètes que tu croises change complètement. La Terre, autrefois ronde, serait écrasée dans ton champ de vision en une ellipse, voire comme une galette. C'est l'effet de contraction des longueurs. Pour s'adapter à l'invariance de la vitesse de la lumière, l'espace est obligé de sacrifier sa rigidité et de se comprimer activement. Tout l'univers ressemble à une immense scène, toujours prête à se tordre et se déformer, pour protéger ce client VIP qu'est la vitesse de la lumière. Tout, y compris ta taille, ta durée de vie, ta masse, devient sans dignité devant la vitesse de la lumière, modifiable à volonté. Alors la question est la suivante. Pourquoi précisément la vitesse de la lumière? Pourquoi l'univers limite-t-il la vitesse à 300 000 km par seconde, et pas à l'infini? Que se passerait-il si la vitesse de la lumière était infinie? Tu pourrais penser que ce serait génial. Nous pourrions atteindre instantanément n'importe quel coin de l'univers. Les communications n'auraient aucun délai. Mais les physiciens te disent que si la vitesse de la lumière était infinie, la causalité de tout l'univers s'effondrerait instantanément. Qu'est-ce que ça veut dire? Imagine, si la vitesse de la lumière était infinie, alors quand tu allumerais une allumette, la lumière illuminerait instantanément tout l'univers, peu importe la distance. Ça semble magnifique, mais cela signifie que la transmission d'informations ne prendrait aucun temps. Si la transmission d'informations ne prend pas de temps, les relations de cause à effet deviennent chaotiques. Tu pourrais voir le verre se briser, avant de me voir lâcher prise. Tu pourrais même envoyer un message à ton moi du passé, pour lui donner les numéros gagnants du loto. Ainsi, tu pourrais changer le passé. Et si le passé peut être changé, alors d'où viens-tu, toi d'aujourd'hui? C'est le célèbre paradoxe du grand-père. Pour empêcher vos autres organismes à base de carbone de vous amuser à foutre le bazar dans la ligne du temps, l'univers doit fixer une limite. La vitesse maximale de transmission de l'information. Et cette vitesse, c'est la vitesse de la lumière. Donc c'est 300 000 km par seconde. Plutôt que d'être la vitesse de vol de la lumière, sont en réalité la vitesse de propagation de la causalité dans l'univers. La vitesse de la lumière est le pare-feu qui maintient la logique de l'univers. Et cela mène à une conclusion encore plus vertigineuse. Le professeur d'Einstein, Minkowski, a proposé que puisque le temps et l'espace peuvent tous deux varier, ils sont en fait deux faces d'une même chose, à savoir l'espace-temps à 4 dimensions. Dans cet espace-temps à 4 dimensions, il y a un secret stupéfiant. C'est que tout se déplace à la vitesse de la lumière. Tu as bien entendu. Toi, en ce moment, allongé sur ton canapé à scroller des vidéos, tu as l'air complètement immobile. Mais en réalité, ta vitesse totale dans l'espace-temps est toujours la vitesse de la lumière. C'est juste que l'écrasante majorité de ta vitesse est attribuée à la dimension du temps. Tu fonces à toute allure vers le futur. C'est pour ça que tu sens le temps passer. Si tu te lèves et fais 2 pas, tu prends un tout petit peu de vitesse dans l'espace. Alors ta vitesse dans le temps diminue d'autant. C'est pour ça que les objets en mouvement voient leur temps ralentir. Si tu pouvais transférer toute ta vitesse vers la dimension spatiale, c'est-à-dire atteindre la vitesse de la lumière dans l'espace, alors ta vitesse dans la dimension du temps tomberait à zéro. Autrement dit, le temps s'arrêterait. Malheureusement, c'est un marché voué à l'échec. Parce que tant que tu as une masse, tu ne pourras jamais annuler ta vitesse sur l'axe du temps. Ici, il faut mentionner cette formule capable de détruire le monde. E égale mc au carré. L'énergie égale la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Cette formule n'a pas seulement créé la bombe atomique. Elle nous dit aussi que la masse et l'énergie sont fondamentalement la même chose. Quand tu essaies d'accélérer un objet, toute l'énergie que tu injectes ne se transforme pas en vitesse. À mesure que la vitesse augmente, le reste de l'énergie se transforme en masse. Quand tu t'approches infiniment de la vitesse de la lumière, ta masse devient infinie. Pour pousser un objet d'une masse infinie, il te faudrait une énergie infinie. Et même l'énergie totale de l'univers n'est pas infinie. Donc la vitesse de la lumière est le plafond que le monde matériel ne pourra jamais toucher. C'est un cercle vicieux. L'univers semble dire: vous pouvez jouer autant que vous voulez dans cet aquarium de 300 000 km par seconde.
mais n'espérez jamais franchir le bord de cet aquarium. En creusant encore plus profond, la constance de la vitesse de la lumière révèle en réalité la structure géométrique plus profonde de notre univers. Imagine que nous dessinions une carte sur du papier. Si tu fais pivoter cette carte, une route vers le nord peut devenir une route vers le nord-est. Mais la longueur de la route elle-même ne change pas. Dans notre univers mental, quand tu accélères, tu effectues en réalité une rotation de ton système de coordonnées espace-temps. Cette rotation s'appelle une transformation de Lorentz. Dans cette rotation, le temps et l'espace changent tous les deux. Une seule chose reste invariante, la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est comme une ligne de référence spéciale sur la carte. Peu importe comment tu tournes la carte, l'angle et la longueur de cette ligne restent toujours constants. Qu'est-ce que ça suggère? Ça suggère que la vitesse de la lumière n'est peut-être même pas une vitesse, mais une propriété de la géométrie de l'espace-temps. Un taux de conversion entre le temps et l'espace. 299 792 458 mètres par seconde. C'est le taux de change entre le temps et l'espace. Ce que nous appelons la vitesse de la lumière n'est en réalité que la projection de la structure de l'espace-temps elle-même sur notre rétine. En écrivant cela, je ressens une profonde impuissance. L'humanité croit fièrement que la technologie peut tout conquérir. Nous avons construit des sondes qui ont quitté le système solaire. Nous avons observé des galaxies à des dizaines de milliards d'années-lumière. Mais face à la vitesse de la lumière, ce tyran absolu, nous ne sommes même pas des prisonniers. Nous ne sommes qu'une ligne de code, qui s'exécute docilement dans ce programme prédéfini. La vitesse de la lumière nous limite. Elle enferme l'humanité à jamais dans un coin insignifiant de la Voie lactée. Même l'étoile la plus proche exige des dizaines de milliers d'années de voyage. Elle utilise l'abîme de la distance et du temps, pour isoler chaque civilisation de l'univers en île morte. C'est peut-être pour ça que nous n'avons toujours pas trouvé d'extraterrestres. Ce n'est pas qu'ils n'existent pas, mais que le rideau de fer de la vitesse de la lumière est trop épais, trop froid, trop désespérant. Mais si on change de point de vue, c'est justement grâce à la limite de la vitesse de la lumière que la causalité est préservée, que le passé ne peut pas être falsifié, que le présent devient réel, que nous pouvons nous asseoir tranquillement chez nous pour réfléchir à ces questions folles, sans craindre qu'à la seconde suivante, tout l'univers s'effondre. Parce qu'un fou serait retourné dans le passé. La constance de la vitesse de la lumière est à la fois la plus grande chaîne et la plus forte protection. Elle est froide et impitoyable, mais elle protège avec tendresse chaque instant de notre existence.